3% des gens mèneront à leur terme ces bonnes résolutions. Donc ça fait vraiment pas beaucoup. Alors maintenant, on va voir pourquoi. On va voir comment il est adéquat et quelle stratégie il faut mettre en place pour pouvoir arriver à vos fins. Alors la première chose, c'est de bien choisir ses résolutions. Parce que beaucoup de gens choisissent des résolutions de manière inadaptée, c'est-à-dire par rapport à l'entourage. S'ils sont plusieurs à table, par exemple, il y a une personne qui va dire moi je vais perdre 10 kilos, moi aussi, voilà, et là déjà, c'est même pas la peine parce que c'est pas une démarche personnelle. Tout objectif et toute résolution, donc j'ai pris le thème des bonnes résolutions de fin d'année, mais tout ce que je vais vous dire là, toutes les clés dont je vais vous informer fonctionnent pour tout objectif, tout confondu, que ça soit sentimental, que ça soit physiologique. Alors ce que j'entends par physiologique, c'est physique, et que ça soit dans des démarches plus professionnelles et même dans des objectifs que je vais dire qui sont un petit peu plus spirituels, dans des démarches, dans des chemins de vie, dans des questionnements. Tout objectif fonctionne sur ce schéma-là. Alors, il y a la première chose, la première clé, c'est que pour atteindre un objectif, il faut conscientiser que cela va amener un changement. Que si vous ne changez rien dans votre manière de faire, vous n'atteindrez jamais aucun objectif. Déjà, c'est clair. Ensuite, il faut accepter les changements. Quand on veut atteindre un objectif, quel qu'il soit, il faut accepter les changements que cela va induire. Et forcément, alors je vais vous prendre un exemple concret, parce que c'est un objectif de début d'année qui revient souvent, c'est la perte de poids, par exemple. Donc la perte de poids, beaucoup de gens disent je vais perdre ça, cette année je vais mincir, tout ça. Et malheureusement, dans un premier temps, ils ne mettent pas d'étape. D'accord ? Vous avez des gens qui disent cette année, je vais perdre 10 kilos, par exemple. Et de mettre un objectif sans étape, c'est beaucoup plus difficile pour le cerveau de le concevoir dans le temps. Si par exemple vous voulez une perte de poids, il est préférable de dire je vais perdre 1 kilo par mois. Et ça, pour votre cerveau, c'est beaucoup plus facile. Parce qu'il y a des échéances, et votre cerveau va pouvoir vous aider à mettre les bonnes stratégies en place pour arriver à chaque échéance. Et en même temps, la vue de l'objectif ne sera pas trop grand. Parce que ce que font les gens aussi, qui les empêche de réussir, c'est qu'ils disent, par exemple, je vais perdre 10 kilos, et 10 kilos, pour leur conscientisation, ça leur paraît énorme. Et plus l'objectif paraît énorme, et moins on arrivera à l'atteindre. Là, je vous fais un petit panel général, après je vous détaillerai tout ça. Donc, il est bien, en premier lieu, de bien choisir son objectif et de le choisir le plus précisément possible. Alors, je vais prendre souvent l'exemple de la perte de poids, parce que c'est celui qui revient le plus souvent. Alors, gardez vos questions, parce que je vais garder un laps de temps assez important pour y répondre. Donc, à ce moment-là, je me ferai un plaisir de vous faire des réponses personnalisées, plutôt que des exemples généralistes. Donc, il est clair qu'il faut que ce soit le plus précis possible dans votre esprit. C'est pour ça que, notamment sur la perte de poids, il est très intéressant de faire ça par étapes. C'est-à-dire kilo par kilo pour arriver à votre objectif. Ensuite, tout ce que vous faites dans votre démarche, elle doit être focus. Alors focus, ça veut dire concentré sur votre objectif. D'accord ? Tout, à partir du moment où, par exemple, vous avez décidé de perdre du poids, tous vos repas doivent être en fonction de cet objectif. Plus vous ferez focus sur votre objectif, et plus votre inconscient va
va s'en imprégner. Alors, pourquoi il est important que son inconscient s'imprègne de votre objectif? Parce que l'inconscient, c'est lui qui détient toutes les références pour que vous puissiez mettre en place des stratégies. Dans les neurosciences, on sait à l'heure actuelle que c'est l'inconscient qui gère toutes les stratégies que vous allez mettre en place. Pourquoi? Parce que votre côté inconscient, il détient tout votre vécu, toutes vos expérimentations, toutes vos ressources. Et toute décision présente avec votre mental concret, ce qu'on appelle en neurosciences votre mental analytique, va être tirée de toutes les références de votre vécu que votre cerveau inconscient détient. Exemple. Alors je vais prendre un exemple un petit peu, peut-être un petit peu difficile pour certains, mais il est bien explicite. Par exemple, si une personne décide de perdre du poids, d'accord, et qu'elle est anorexique, dans son cerveau, dans son inconscient, la perte de poids va passer par une restriction drastique de l'alimentation. Et elle va se mettre, pour elle, en situation d'anorexie pour pouvoir arriver à sa perte de poids. Alors, il est de bonne loi, dirais-je, de bien identifier ses stratégies pour arriver à son objectif, d'employer les stratégies qui vous font du bien en réalité, et pas les stratégies, et pas les références qui peuvent être ennuyeuses dans votre subconscient. Mais de toute façon, je vais y revenir, hein. À chaque fois, je reviendrai dessus. Donc tout ça pour dire que tout ce que vous faites doit être centré sur votre objectif. Ensuite, comme tout objectif, il est capital de poser des actes. Je vous dis ça à contrario de la loi d'attraction dont tout le monde a dû entendre parler. La loi d'attraction, c'est demander à l'univers qui vous amène ce dont vous avez besoin. Alors, si vous faites comme ça et que vous restez dans votre canapé, je vous garantis qu'il ne va pas vous amener grand-chose, l'univers. Hein. D'accord? Donc, la loi d'attraction, c'est bien si on pose des actes avec. Si on se contente de la loi d'attraction comme elle est donnée dans beaucoup d'ouvrages, notamment Le Secret ou d'autres ouvrages de cet acabit, s'il n'y a pas d'action, il n'y aura pas d'objectif atteint. Parce que alors je le redis souvent, parce que en coaching, c'est vrai que les gens qui sont très dans la démarche je demande à l'univers, alors il y en a qui tournent ça dans le sens de dire je demande à l'univers parce que en direct, je n'arrive pas à me demander en direct. Donc tout ça, ça ne fonctionne pas si on ne pose pas des actes. Voilà. Et des actes, ils ne sont pas tous faciles. Quand on pose un acte pour arriver à un objectif, il faut aussi accepter une certaine difficulté. Hein? Les gens qui pensent qu'on arrive à un objectif dans la facilité, ça n'existe pas non plus. Voilà. Ça, vous pouvez faire un retour sur votre vécu et vous verrez que chaque fois où vous pensez que ça va être facile, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que le cerveau humain, il a une tendance à aller vers ce qui est facile. Et on est conçu comme ça. Hein. Pour arriver à faire quelque chose, il faut s'en donner les moyens, hein, et il faut fournir un effort. Et le cerveau humain, je vous le redis, il est fait d'une certaine manière que s'il peut prendre un chemin facile, il va le prendre. Jusqu'à ce qu'on décide d'accepter que pour avoir quelque chose, il faut faire un effort. Donc, c'est une des autres règles. Il faut accepter de faire un effort. Voilà. Ensuite, le cerveau humain aussi, quand on a un objectif à long terme,
il a tendance à entrer dans la négation. Vous n'avez jamais remarqué que quand vous voulez atteindre un objectif à court terme, vous êtes toujours tout feu, tout flamme, vous êtes positif. Et quand il s'agit d'un objectif à long terme, là c'est plus difficile. Vous êtes optimiste, plein d'entrain au départ, et plus le temps passe, et plus votre entrain décline. Et si le temps est encore plus long, eh bien, beaucoup de personnes vont se tourner vers le pessimisme. Plus ça dure dans le temps, et plus ça va être difficile, donc plus vous allez devenir pessimiste. C'est pour ça qu'il est important, quand vous avez un objectif, d'agir en posant des étapes. L'autre condition sine qua non à la réussite d'un objectif, c'est aussi de poser une date. Les gens qui disent, et ça c'est des statistiques, les gens qui disent par exemple, en 2018, je vais faire ça, ou je veux arriver à ça, ça ne fonctionne pas. Parce que pour le cerveau, c'est beaucoup plus difficile de poser des actes quand il n'y a pas une date arrêtée. Il est beaucoup plus facile pour votre cerveau si vous dites par exemple, voilà, au mois de juin 2018, je vais avoir perdu 5 kilos, par exemple. Mais il est encore plus facile pour votre cerveau et il va vous permettre de pouvoir mettre en place des stratégies encore plus performantes si vous dites à votre cerveau, je vais perdre 1 kilo par mois. Parce que pour lui, ça va être encore plus précis. Et si vous voulez qu'il vous aide encore plus, il serait de bonne loi de dire par exemple, je vais perdre 250 grammes par semaine. Alors, des fois, quand je dis 250 grammes par semaine, ça fait rire les gens, mais ce n'est pas du tout risible, et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que physiologiquement, une perte de poids supérieure à 250 grammes par semaine va être enclin à vous prédisposer à le reprendre. Un amaigrissement trop rapide vous amène à reprendre du poids. Et la deuxième intention qu'il y a derrière ce chiffre de 250 grammes par semaine, si vous perdez plus que ça, pour la majorité des gens, vous allez perdre plus de masse maigre que de masse grasse. Alors, vous savez ce que c'est, maigre, gras, tout ça? Ouais, un peu. Bon, la masse maigre, c'est ce qu'on appelle le muscle, d'accord? Et la masse grasse, c'est ce qu'on appelle le gras. Donc, si vous avez un amaigrissement supérieur à 250 grammes par semaine, vous allez perdre plus de muscles que de gras. Et forcément, au bout d'un temps, vous allez vous retrouver avec une perte de masse maigre, donc une perte de masse musculaire qui va engendrer d'autres problématiques, et vous allez vous retrouver avec un pourcentage de masse grasse non approprié. Voilà pourquoi je dis toujours, je réduis jusqu'à 250 grammes par semaine dans vos objectifs. Voilà. Donc plus l'objectif est précis, plus il est court dans le temps, si vous acceptez de faire un effort, vous allez pouvoir arriver au bout. Bon, il n'y a pas que ça, mais déjà dans un premier temps, si vous employez tous ces petits stratagèmes, vous avez des chances, des pourcentages supplémentaires de réussir. Maintenant, il faut aussi bien penser que un objectif, on est tous différents, d'accord? On est 7 milliards sur Terre, il y a 7 milliards d'êtres différents, qui ont des stratégies différentes, qui ont des vécus différents, qui ont des références différentes. Donc ils vont mettre, pour le même objectif, des stratégies différentes. Ça, c'est pas un souci. Le problème, c'est que chacun doit avoir une stratégie adaptée à des références qui vont vous amener à mettre en place des stratégies qui vont vous faire du bien. Parce que vous avez des gens qui ont des problématiques, je vais dire, de stratégie comportementale. Donc je vous ai cité tout à l'heure l'anorexie, mais ça peut être, par exemple, vous avez des gens qui sont pessimistes, vous avez des gens qui sont un petit peu... qui procrastinent aisément, d'accord? Donc tout ça, ce sont des choses qui vont vous empêcher d'arriver à vos objectifs. Donc c'est pour ça que je dis toujours aux gens, il est utile de mettre en place d'abord des comportements adaptés,
Et quand vous mettez en place des comportements adaptés, après, vous pouvez mettre des stratégies adaptées qui vont vous amener à la réussite de votre objectif. Alors, comment, dans un premier temps, comment on peut faire pour rentrer dans l'acceptation et comment changer ses habitudes pour arriver à ces objectifs? Eh bien, il faut accepter de poser des actes. Pourquoi? Parce que quand on pose un acte, derrière va s'en suivre une expérimentation, forcément. Si je pose un acte, je vais vivre une expérience. De cette expérience, il va en ressortir des nouvelles ressources. Vous allez acquérir de nouvelles ressources puisque vous avez expérimenté quelque chose. Et de ces nouvelles ressources va en découler un changement de niveau de conscience. Alors, ce qu'on appelle vulgairement un changement de niveau de conscience, c'est un changement de vision des choses. Et ce changement de vision des choses va vous permettre d'acquérir de nouveaux comportements qui vont vous permettre de mettre en place des stratégies nouvelles pour pouvoir arriver à vos objectifs, parce que votre objectif, c'est quelque chose de nouveau. D'accord? Donc, à quelque chose de nouveau, si vous gardez un comportement habituel, vous n'allez pas y arriver. Il faut changer son comportement pour arriver à ce nouvel objectif. D'accord? Si par exemple, moi je me lève tous les matins du même pied, je vais à la cuisine prendre toujours mon même café assis sur ma même chaise, je ne pourrai jamais changer le fait de boire un café si je fais toujours la même chose. D'accord? Donc il est essentiel de pouvoir changer ses habitudes pour pouvoir changer ses comportements et pour pouvoir arriver à mettre des stratégies nouvelles pour arriver à ses objectifs. Suis-je clair? Oui? Merveilleux. Donc, une autre chose aussi, c'est il est important de vraiment accepter au fond de soi l'idée d'effort. Je vous en ai déjà parlé tout à l'heure et je vais vous la préciser. Parce que la plupart des êtres humains, comme je vous ai dit, le cerveau, il a plutôt tendance à être sympa, donc s'il peut aller dans la facilité, il y va. Mais on sait maintenant que, statistique à l'appui, que tout ce qui va dans la facilité empêche d'atteindre ses objectifs. Seul l'effort, parce que l'effort est synonyme de changement d'habitude, et si vous avez bien remarqué, quand vous changez vos habitudes, soit vous le faites par obligation, c'est-à-dire par exemple, si vous mangez trop de sucre, vous arrivez à un prédiabète, à ce moment-là, le médecin va vous dire, écoutez, monsieur ou madame, là vous êtes sur le fil, maintenant il faut changer vos habitudes, sans ça, vous allez devenir diabétique. Donc là, à ce moment-là, c'est par obligation, ça demande un effort aussi, mais c'est un contexte qui, si vous êtes vraiment dans la prise de conscience que ça peut vous amener des gros soucis, vous allez changer. Mais quand on prend une résolution, la différence, c'est qu'il n'y a pas cette obligation derrière. Vous allez devoir changer de par votre propre chef. Et là, c'est plus difficile, entre guillemets, que quand il y a une obligation qui va vous pousser au changement. Et justement, que ça soit un objectif par obligation, quand votre médecin va vous dire, bon, si vous ne voulez pas rentrer dans un diabète, il va falloir atteindre cet objectif qui est d'arrêter de manger du sucre, par exemple, là, ça va être facilité. Votre démarche va être facilitée parce que vous avez le bâton derrière. Mais quand il n'y a pas le bâton, on a plutôt tendance à essayer de trouver un chemin très facile. Et ça ne fonctionne pas. Donc, il est important, quand on veut atteindre un objectif, d'accepter l'idée d'effort. Alors, vous avez des gens qui sont, je vais dire, programmés à la naissance pour aimer l'effort. D'accord? Donc, ceux-là, ils vont être un petit peu avantagés. Et vous avez des gens pour qui l'effort est vraiment difficile. Donc, ceux-là, ils vont être un petit peu désavantagés, mais leur réussite aura une plus belle aura pour eux-mêmes que ceux qui sont doués pour être dans l'effort. Ensuite, je vous l'ai dit tout à l'heure, il est important, dans tout objectif, quel qu'il soit, de fixer des dates butoirs. Parce que on sait grâce aux neurosciences, mais avant ce n'était pas prouvé, qu'une date butoir, ça met en place des stratégies dans votre cerveau qui vont être beaucoup plus adaptées
est beaucoup plus facile à tenir dans le long terme. Donc tout à l'heure, je vous ai cité l'exemple de la perte de poids dans des petits délais. Petite perte de poids dans petits délais. C'est merveilleux. Voilà. Ensuite, pourquoi? Parce que quand on met, essayez d'imaginer, quand on met un laps de temps très court dans un objectif, même si la totalité de l'objectif peut prendre du temps, mais si on le découpe en petites étapes, il va se passer quelque chose dans votre cerveau de merveilleux qui va être la sécrétion de dopamine. D'accord? Voilà. Donc pourquoi il est important de sécréter de la dopamine? Parce que la dopamine et la noradrénaline sont deux neurotransmetteurs qui font partie du système de récompense et qui en plus sont addictifs. C'est-à-dire, plus vous allez sécréter de dopamine, par exemple, et plus vous allez avoir envie d'en sécréter. C'est le système de l'addiction. C'est le même principe si vous preniez de la cocaïne, c'est le même principe si tout ce qui vous fait plaisir vous fait sécréter de la dopamine et vous donne envie d'en resécréter. Et plus vous allez en sécréter, et plus vous avez envie d'en sécréter. Donc de se servir de ce système de récompense, ça devient un booster pour atteindre votre objectif. Mais en conscience, d'accord? Toujours en conscience. Vous dites, tiens, je vais me manger un carreau de chocolat. À 80%, si possible. Pas de chocolat au lait, pas tout ça, d'accord? Et le fait de manger un carreau de chocolat, ça va en plus, le chocolat, de par sa qualité, ça fait sécréter de la dopamine déjà. Donc, la récompense d'être arrivé à votre étape, plus le carreau de chocolat, c'est valable qu'une fois à la fin de la semaine, quand vous avez perdu vos 250 grammes, et pas tous les jours pour arriver. D'accord? Parce que celle-là aussi, on me l'a faite, donc je vous le dis avant. Voilà. Par exemple, vous prenez un jour où vous vous posez, vous les avez perdus, vous mangez votre carreau de chocolat, ça fait double effet dopaminique, et de ce fait, ça va vous booster pour la semaine d'après. Et la deuxième semaine faisant cette chose-là, ça va vous booster pour la troisième. Et l'effet qui se coule, c'est qu'en plus, ça va faire synergie. Et plus vous allez fabriquer de dopamine, et plus vous allez, comme je vous ai dit, vous allez avoir envie. Donc ça va faire boule de neige. Après, quand vous aurez perdu vos kilos, il ne faut pas continuer rien que pour avoir le chocolat puis la dopamine. Vous passerez à autre chose. D'accord? Voilà. Donc les dates butoirs, ça aide à ça, et en même temps, ça évite de procrastiner. D'accord? Parce que quand on se dit, tiens, en 2018, par exemple, et qu'on est le 3 janvier, il reste encore 361 jours ou 62 jours, ça dépend de quel côté on le prend, eh bien, vous allez avoir tendance à vous dire quoi? J'ai le temps. J'ai le temps, je vais y arriver, on est qu'au mois de janvier, d'ici décembre, et au fur et à mesure, vos forces vont s'égrener. À force de dire, j'ai le temps, je remets la semaine prochaine, parce que après ça, il y a la galette, après la galette, il y a Pâques, et puis on peut la chandeleur, et on peut tirer comme ça, il y a mon anniversaire, il y a tout ça, et puis on peut tirer toute l'année, d'accord? Voilà. Non, mais c'est ce que me disent les gens, c'est que quand on fait comme ça, on se dit, tiens, je vais faire ça dans l'année, forcément, vous remarquerez, vous reculerez toujours. Pourquoi? Parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, ça demande un effort. Le cerveau, lui, quand il y a de la facilité, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous dire gentiment, si on le fait la semaine prochaine, c'est bon aussi. Voilà. Donc c'est la facilité, et vous allez couler dans la facilité. Et forcément, vous allez arriver le 31 décembre 2018, tu as vu, on le remet l'année prochaine. Et puis, voilà. Donc, tout ça pour vous dire que gardez bien à l'esprit que le cerveau ne fait pas ce que vous voulez, il fait ce que vous lui précisez de faire. D'accord? Si vous n'êtes pas assez précis si vous n'êtes pas assez précis dans vos stratégies, le cerveau, il ne va pas vous aider. Pourtant, il est dans votre tête.
Après, il y a autre chose sur les dates butoirs. Je vais vous donner un autre exemple qui peut-être va être plus parlant. J'aime bien donner des images, donc j'en profite. Si par exemple, le 2 janvier, vous avez quelqu'un qui vous dit, ou un membre de la famille, mais quelqu'un de sérieux, qui vous dit, tiens, en 2018, je vais te donner 50 000 euros, par exemple, voilà, parce que je vais toucher de l'argent, je vais te donner 50 000 euros. Voilà. Dans votre tête, qu'est-ce qui va se passer s'il n'y a pas de date butoir? Vous allez vous prendre la tête, tout le temps, jusqu'à ce qu'on vous remette l'argent. Vous allez vous dire, quand c'est qu'il va me le donner? Si c'est au mois de mai, je vais faire ça. Ah, mais si c'est au mois de juin, je vais faire ça. Puis alors, si c'est en octobre, pensez qu'il y a 12 mois. Donc, vous allez fatiguer votre cerveau à émettre des pensées dont vous n'avez aucun tenant, aucun aboutissant. Et on sait à l'heure actuelle que toutes ces pensées qui sont pas justifiées, on va dire, fatiguent le cerveau. Parce que votre cerveau est l'organe qui vous pompe le plus d'énergie dans le corps. D'accord? Voilà. Donc, quand il n'y a pas de date butoir, alors essayez d'imaginer quand même, parce que c'est important, essayez d'imaginer qu'une personne vous dise, voilà, je vous donne 50 000 euros dans l'année 2018. Alors, essayez d'imaginer 3 secondes ce que ça va faire dans votre cerveau. Vous allez vous poser 10 000 questions, vous allez voir 10 000 situations, et ça va vous prendre la tête, comme on dit vulgairement. Alors, à contrario, si quelqu'un vous dit la même chose, en vous disant par exemple, voilà, je vais être gentil, je vais prendre la moitié de l'année, au mois de juin, je vais te donner, le 15 juin, je vais te donner 50 000 euros. Et là, qu'est-ce que vous allez faire, à contrario? Vous allez commencer à mettre des stratégies en place, adaptées, puisque vous avez la date butoir, de ce que vous allez faire de cette somme d'argent. Vous allez dire, alors il me donne le 15 juin, alors je sais pas moi, le 10 mai, je vais prendre rendez-vous chez le notaire pour acheter la maison. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça ne va pas vous prendre la tête. Donc, c'est juste une image pour vous dire qu'il est important, quand vous posez un objectif, quel qu'il soit, de toujours mettre une date butoir, et en plus une date dans la réalité. Parce que il y a des gens que j'ai en coaching, alors c'est bien, ils mettent des dates, tout, et après quand on discute, je dis, mais vous avez choisi cette date, pourquoi? Ah parce que si. Donc pensez que si vous mettez du conditionnel, c'est pas une date butoir, d'accord? C'est une extrapolation de ce qui pourrait se passer, mais en réalité vous n'en savez rien, puisque c'est une extrapolation, d'accord? Donc si vous mettez des dates butoirs, mettez des dates butoirs réelles, de quelque chose dont vous êtes sûr. Après vous allez me dire, il m'a dit le 15 juin, mais si entre-temps, ça d'accord. Mais c'est quand même une date réelle. Si vous dites, il va peut-être me les donner le 15 juin et que vous échafaudez une stratégie sur le peut-être qu'il va me donner le 15 juin, ça c'est pas une date réelle. Vous allez vous planter à coup sûr. D'accord ? Donc, ensuite, il y a une méthode aussi qui fonctionne très bien, qui est ennuyeuse à souhait. Enfin, ça dépend comment on le prend. Pour moi, c'est pas ennuyeux. Mais c'est vrai que pour une catégorie de personnes, ça peut être ennuyeux. C'est l'écriture. À notre époque, on n'écrit plus. Mais plus du tout. Alors, vous allez me dire, non, c'est pas vrai. Là, j'écrivais beaucoup avec ça, mais c'est pas pareil. Voilà. Vous écrivez peut-être sur votre ordinateur, mais c'est totalement différent. D'accord ? Parce qu'on sait, alors toujours pareil, grâce aux neurosciences, que d'écrire, ça imprime dans votre cerveau. Pourquoi ? Regardez monsieur quand il écrit. Il est concentré. Il est très concentré. Et en même temps, le mouvement du stylo sur la feuille fait découvrir ce que vous pensez petit à petit. C'est pas une information qui vous est jetée comme sur un ordinateur ou comme sur un ou comme par un SMS qui vous arrive tout en pleine figure. Le cerveau, il fonctionne différemment avec ces outils-là. On peut même, à notre époque, en arriver à l'infobésité. C'est un terme qui a été employé par un éminent neuroscientifique qui s'appelle
Marie-Pierre Ledo, que vous pouvez trouver facilement sur YouTube. Hein, il a mis des conférences en ligne. En même temps, il officie aussi à l'université d'Harvard. Enfin, c'est un des grands monsieur des neurosciences. Et il a sorti ce terme qui me ravit à souhait, c'est l'infobésité. À l'heure actuelle, notre cerveau, on le fatigue, on le met en vrac, parce qu'on a une tonne d'informations qui arrivent en G et qu'on ne gère pas, en plus. D'accord ? C'est pour ça que dans les entreprises, quand je suis mandaté pour aller en entreprise, j'explique aux gens qu'il est urgent de gérer toutes les informations qu'ils reçoivent. Vous savez, vous avez certaines entreprises où tous les secrétariats reçoivent les mêmes mails, même si ça ne leur incombe pas. Donc ils reçoivent 180, 200 mails par jour. Ben, votre cerveau, il ne peut plus. Voilà. Donc, je leur explique qu'il est bien de faire un discernement dans les mails de service à service, par exemple, ou de secrétariat à secrétariat. Je leur explique pourquoi. Ben, pour vous, c'est pareil. Et donc, il faut laisser ça de côté. Si vous voulez réussir vos objectifs, il faut les écrire tous les jours, à la main. C'est une méthode, je vous dis, qui est un petit peu barbante, mais qui fonctionne très très bien, parce qu'en même temps, votre cerveau, ben, il en fait une image. D'accord ? Quand vous pensez, vous n'avez pas d'image associée aux pensées. Ou alors, il faut rentrer dans l'imagination, mais ce qui est autre chose. D'accord ? Quand vous écrivez, vous avez la pensée qui est associée à une image. Donc, ça renforce. D'accord ? Vous savez, il y a un bouquin qui a bien trouvé ça, parce que ben, déjà, à l'époque, eux, ils avaient des neuroscientifiques qui étaient dans leur entourage. C'est, alors peut-être je ne voulais pas dire dans le bon sens, mais c'est le poids des mots et le choc des images. Ça vous dit quelque chose ? Hein ? Voilà. Eh bien, ce sont des gens, c'est un journal qui a tout compris, parce qu'il avait des gens qui travaillaient là-dedans, donc il leur a dit, si vous voulez avoir un impact très performant sur votre public, joignez l'image au mot. Et le fait d'écrire vos objectifs, ça joint l'image au mot. Et d'autant plus qu'il y a une assimilation à votre rythme, justement, de ces mots qui vont engendrer une image. Quand vous écrivez, ça ne va pas d'un coup. D'accord ? Si vous écrivez je veux acheter une voiture, ben c'est le je, le e, et votre cerveau, il va se délecter de ça. Et si vous le marquez tous les jours, eh ben, ça va s'imprimer dans votre inconscient, et votre cerveau, il va vous donner la possibilité de mettre en place des stratégies, d'aller chercher lui dans ses références pour mettre en place des stratégies qui vont être beaucoup plus performantes que si vous le gardez simplement en pensée. Ça c'est bien démontré par les neurosciences, que plus on fait focus par des moyens différents, et notamment par l'image, ça augmente la capacité à atteindre ces objectifs. C'est pour ça que dans toutes mes conférences, pour ceux qui viennent souvent, je donne beaucoup d'images. Parce que les images que je décris, même si elles sont orales, votre cerveau, il les fabrique pendant que je vous les dis. Si vous faites un petit retour, quand je vous ai donné des images jusqu'à maintenant, vous les avez imaginées. Que ce soit conscient ou inconscient, votre cerveau, il en a fait lui-même une image. D'accord ? Voilà. Et alors, quand je vous dis écrire vos objectifs, il faut qu'ils soient écrits le plus précisément possible. C'est très important. Plus vous allez mettre de détails, plus vous allez aller dans la précision, et plus votre cerveau il va pouvoir le concevoir. Il y a quelque temps, j'ai eu 5 ou 6 messieurs, je vous dis des messieurs parce que vu l'exemple que je vais vous donner, vous allez comprendre, qui sont venus me voir. Donc c'était des amis d'amis qui sont venus les uns après les autres, et comme ça a marché sur le premier, tous les autres ils sont venus. Ce sont des messieurs qui cherchaient une compagne. Et on a fait cette démarche-là.
je leur ai fait écrire tous les jours. Enfin, je les ai informés sur le fait d'écrire tous les jours, de détailler la personne qu'ils souhaitaient rencontrer. Mais vraiment, le plus de détails possible. Eh bien, ces 5 jeunes hommes ont rencontré des personnes qui ressemblaient étrangement, pas au détail près, mais qui ressemblaient dans la généralité à ce qu'ils avaient écrit. Voilà. Et j'ai fait, et par expérience de consultation, il y a d'autres jeunes hommes qui sont venus me voir pour être informés des stratégies comportementales pour pouvoir rencontrer des gens qui leur étaient agréables et qui n'ont pas écrit. Eh bien, ça n'a pas marché. Voilà. Donc, plus vous précisez les choses, plus vous précisez des images à votre cerveau, plus vous les rendez vraiment très précises, et plus votre cerveau, il va mettre en place les stratégies, votre côté inconscient va mettre en place les stratégies pour pouvoir trouver justement dans vos objectifs la précision la plus adéquate à ce que vous avez écrit. Et ça fonctionne, hein. Je vous garantis, ça fonctionne. J'ai aussi eu l'exemple avec un couple qui cherchait un terrain, d'accord. Ça faisait déjà 3 ans qu'ils cherchaient, ils ne trouvaient pas ce qu'ils voulaient, ils en ont trouvé, mais pas ce qu'ils voulaient. Et le fait d'écrire très précisément, en 3 mois, ils ont trouvé le terrain. Bon, 3 mois, ça dépend dans quelle situation vous êtes, ça peut être un petit peu long, mais ça peut être très court aussi en ce qui concerne l'achat d'un terrain. Hein, d'accord ? Donc, pensez toujours d'être le plus précis possible dans vos objectifs. Alors, ça ne veut pas dire non plus les extrapoler, à contrario. Hein, d'accord ? Parce que quand on extrapole quelque chose, on n'est plus dans la réalité. Vous comprenez la différence qu'il y a entre les deux ? Parce que vous avez des gens qui ont lu beaucoup de livres et qui croient que, ou qui ont cru après, avant et après ils se rendent compte, que d'extrapoler quelque chose qui n'est pas dans la réalité, eh bien, ça ne fonctionne pas. D'accord ? Et ça, vous pouvez l'expérimenter. Hein. Moi, je dis toujours en conférence, ne prenez pas pour acquis tout ce que je vous dis, mais expérimentez-le. C'est le meilleur moyen pour que vous puissiez conscientiser les choses. Par l'expérimentation. Il n'y a que comme ça que l'être humain et le cerveau humain conscientisent les choses, de toute manière. Donc, si vous prenez des informations sans les expérimenter, ça ne fonctionne pas non plus. Voilà. Donc, je vous disais, il est très très important de bien cerner, de bien préciser, de bien détailler les choses. Parce que l'extrapolation sur l'irréalité, ça ne fonctionne pas. Voilà. Donc, si, par exemple, vous voulez rencontrer quelqu'un, bon, je ne veux pas homme ou femme, on s'en fout. Voilà. Donc, vous voulez rencontrer quelqu'un, il ne faut pas partir dans l'extrapolation, je voudrais qu'il soit comme ci, comme ça, qu'il me dise ça et ça. Par contre, vous pouvez rester dans la réalité de vos besoins, d'accord ? C'est-à-dire, voilà, je souhaiterais rencontrer quelqu'un de grand, forcément. Là, vous êtes dans la réalité, d'accord ? Mais de dire, je voudrais rencontrer quelqu'un qui fait 1m92,5, vous n'êtes plus dans la réalité. Vous êtes dans l'extrapolation. D'accord ? Alors que de dire, je veux rencontrer quelqu'un de grand, qui soit romantique, par exemple. Hein, voilà. Mais par contre, si vous dites, je voudrais rencontrer quelqu'un qui m'amène une rose le lundi, je ne sais pas, une tulipe le mardi, là, ça ne fonctionne plus. Non, c'est important parce qu'en coaching, les gens, des fois, quand on leur dit d'être précis, ils partent dans le... Ils délirent un peu, quoi. Enfin, c'est pas un délire méchant, mais ils partent dans l'imagination. Et ils sont plus dans la... Ils sont plus dans la... Et c'est plus les hommes ou les femmes ? Qui ?
Ce qui veut dire le plus. Ah non, non, c'est tout sexe confondu. Hein. Ça dépend pas du sexe, d'ailleurs, ça dépend de la personne. Voilà. Donc le sexe, là-dedans, il n'a rien à voir. Il y a juste un petit, alors si vous voulez vraiment savoir par rapport au sexe, il y a juste, il y en a d'autres, ce que je vais vous dire là, ce n'est pas exhaustif. Hein. Il y a de mon rendu de consultation, ce qui ressort plus chez les femmes, c'est le romantisme. Mais chez les femmes qui ont plus de 30 ans à l'heure actuelle. Celles qui ont moins de 30 ans, elles sont moins dans le elles cherchent moins de romantisme. Voilà. Enfin, c'est ce qu'il a. Je vous dis ça parce que j'aime bien faire des stats. Donc sur ma clientèle, je fais des stats et voilà. Donc j'en ai plein comme ça des stats. Bon, elles sont pas ce qu'on appelle représentatives. Hein. Par exemple en médecine, pour qu'une stat elle soit représentative, il faut qu'elle soit inférieure à 0,001. Donc moi c'est des stats généralistes. Hein. D'accord. Voilà. Maintenant. Il y a quelque chose de très important, c'est de vous assurer que votre cerveau il détient les bonnes références pour mettre les bonnes stratégies en place. Voilà. Si vous êtes porteur de bugs, comme on l'est tous, hein, moi compris, hein, si vous êtes porteur de bugs, de croyances limitantes, ou tout ce genre d'ennui qui fait qu'on ne prend pas les bonnes décisions, qu'on ne met pas en place les bonnes stratégies, eh bien vous n'allez pas arriver à vos objectifs. Voilà. Alors, je vais reprendre l'exemple du poids, par exemple. Hein. Si, par exemple, c'est un exemple bateau, c'est vraiment pour bien conscientiser. Hein. Si dans vos croyances, vous pensez, par exemple, c'est pas choisi au hasard. Hein. Si vous pensez que les pâtes, c'est un sucre lent, et que vous allez manger des pâtes pour pouvoir perdre du poids parce qu'on vous a dit qu'il fallait manger des sucres lents, eh bien, vous n'allez pas arriver à votre objectif. Parce que les pâtes, en réalité, ce sont des sucres rapides qui déclenchent l'insuline, et l'insuline déclenche la mise en réserve. Donc, forcément, vous n'allez pas maigrir. Voilà. Et oui, mais c'est important parce que vous allez mettre en place une stratégie par rapport à une croyance qui est fausse. Donc votre objectif, vous n'allez pas l'atteindre. Et c'est valable pour tout. Si vous avez des références qui ne sont pas, qui ne sont pas les bonnes, eh bien, vous pouvez mettre en place toutes les stratégies que vous voulez, écrire, par exemple, vous allez écrire, bon, je mange des pâtes tous les jours parce que je veux perdre du poids, eh bien, vous n'allez pas perdre de poids. D'accord ? Enfin, que ce soit les pâtes, le riz, le pain, ou tout ce genre d'inepties que l'on dit des sucres lents, qui sont des sucres rapides en réalité, bon, ben, voilà, vous n'allez pas perdre de poids. D'accord ? Donc, il est toujours de bonne loi de s'assurer que vos références, elles sont bonnes. Alors, vous allez me dire, mais si j'ai des mauvaises, comment je fais savoir qu'elles sont bonnes ? Voilà. Alors, il y a un moyen très simple, c'est que si vous n'arrivez pas à votre objectif, c'est que vos références, elles ne sont pas bonnes. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle l'expérimentation. Bon, c'en est une. Après, il y en a beaucoup d'autres. Vous pouvez vous adresser à des gens dont c'est la spécialité. Par exemple, perte de poids, ben vous allez voir une personne dans mon genre ou d'autres qui vont vous dire exactement quelles sont les stratégies adéquates à employer, d'accord ? Ou même si vous ne voulez pas rentrer dans une démarche comme ça, vous pouvez toujours aller voir une personne une fois en lui disant voilà, je veux perdre du poids, qu'est-ce qu'il est adapté de faire ? Voilà. Et si la personne, elle vous dit par exemple, bon, ben, il faut faire un régime, vous prenez, vous partez. Parce que déjà, votre objectif, il va être à la baille. Vous n'allez pas arriver à l'atteindre. Pourquoi ? Vous savez pourquoi ? Ben parce que quand on dit régime au cerveau, il stresse. Et quand il stresse, qu'est-ce qu'il fait ? Oui, mais stop, pourquoi ? Sécrétion de cortisol. Le stress engage quoi ? Une sécrétion de cortisol. Sécrétion de cortisol, qu'est-ce qu'elle enclenche ? Sécrétion
d'insuline. L'insuline, qu'est-ce qu'elle enclenche? La mise en réserve. Et voilà. Et vous vous retrouvez avec du surpoids. Tout ça parce que le monsieur vous a dit le mot régime. Ah! Votre cerveau, il réagit. Et non, mais je le dis comme ça, mais ça fonctionne comme ça. Hein. Voilà. Donc, si la personne, elle vous dit, bon, ben voilà, on va mettre en place une stratégie d'une alimentation physiologique ou d'une alimentation adaptée à votre objectif, votre cerveau, il respire. Hein. D'accord? Il ne va pas stresser, il va s'ouvrir. Vous savez que quand il y a sécrétion de cortisol, c'est le cerveau reptilien qui prend le dessus sur le néocortex. Pourquoi? Parce qu'il se sent agressé. Et donc il se referme. Et donc il ne comprend plus rien. Vous allez avoir que 3 choix, la fuite, l'agression, ou vous n'allez rien comprendre. Vous savez que c'est les 3 choix que le cerveau reptilien a de vous maintenir en vie. Hein. Si vous connaissez un petit peu, voilà. Donc, vous voyez ce qu'un mot peut déclencher? C'est énorme. Et comme ça, vous en entendez toute la journée des mots. Alors, imaginez votre cerveau, ce qu'il fait. Et en plus, il y a une autre réaction à ceci, c'est quand il y a une différence d'opinion, votre cerveau, il a gardé ça de son vécu, il se met aussi en défense, il va fabriquer du cortisol. Vous savez pourquoi 2 personnes s'engueulent en général? Parce que l'argument qui est donné déclenche le cerveau reptilien. D'accord? Si moi je vous donne un argument contradictoire suivant comment il est posé, eh bien, vous allez vous sentir agressé. Mais c'est un réflexe, vous n'êtes pas conscient. Hein? Vous allez vous sentir agressé et vous allez réagir. Alors, d'une des 3 manières. C'est pour ça que les gens, souvent, quand il y a un argument qui ne leur convient pas, ils se disputent, ils deviennent agressifs, ils s'engueulent et tout ça. Ben, c'est juste parce que votre cerveau reptilien a pris le pas sur votre néocortex, sur votre cerveau analytique. D'accord? Le reptilien, il passe au-dessus de tout, il balance du cortisol et terminé. La raison, il n'y est plus. Vous engueulez, vous devenez agressif, ou alors vous prenez la fuite, vous prenez la porte, vous dites tu me fais chier, vous prenez la porte, vous partez. Et tout ça, c'est des réactions reptiliennes qu'il est de bonne loi de connaître, de manière à ne pas rentrer dedans. D'accord? Si on vous sort un argument contraire au vôtre, ou que vous sentez, mais c'est vous qui le sentez, hein, qu'on veut vous inculquer une idée que vous ne voulez pas, eh bien vous allez vous mettre sur le mode reptilien. Et là c'est terminé, vous fermez complet, vous prenez la fuite. Voilà. D'accord? Donc, il est important, quand vous voulez arriver à un objectif, déjà de savoir si vous n'avez pas des croyances ou des formatages. Alors ce que j'entends formatage, ça peut être des formatages sociaux, ça peut être des formatages de l'éducation, ça peut être des formatages religieux, ça peut être des formatages de tout ordre qui vous ont donné de fausses références, qui vont vous amener à poser des fausses stratégies, et donc vous louperez votre objectif. Donc, quelque objectif que vous vouliez mettre en place, il est bon de s'assurer que vos références, elles soient adéquates à votre objectif. Alors, je vais vous donner un autre exemple plutôt que... Si par exemple, et ça, je sais que ça se fait, donc, parce que j'ai des gens qui me le racontent. Donc, si, par exemple, vous voulez prendre un commerce, ou vous voulez monter une société, d'accord? Vous allez voir un conseiller juridique, vous allez voir un comptable. Oui ou non? Pour vous assurer que vos références, elles sont bonnes. Eh bien, pour vos objectifs, c'est exactement pareil. Il ne faut pas craindre d'aller demander si ces références, elles sont bonnes. Alors, c'est vrai que par habitude ou par égotisme, on se dit, mais moi, mes références, elles sont bonnes. Eh bien, si vous voulez atteindre un objectif et que vous n'y arrivez pas, c'est que vos références, elles ne sont pas bonnes. Parce que quand on a les bonnes références et qu'on met la bonne stratégie en place,
Il n'y a aucun souci pour arriver à son objectif. Et dans vos vies, vous avez certainement réussi des choses. Eh bien, reprenez ces objectifs que vous avez réussis, et avec le recul, vous verrez que vous avez mis des stratégies qui étaient adéquates à la réussite. Et vous prenez d'autres objectifs que vous avez ratés, que vous n'avez pas réussi, ou que vous ne réussissez toujours pas. Si c'est récurrent, c'est encore pire. Eh bien, vous verrez que, en changeant vos références, vous allez arriver à atteindre vos objectifs. C'est ni plus ni moins que ça. Alors c'est vrai qu'à dire c'est facile, à faire ça l'est un peu moins, mais n'ayez pas peur de vérifier vos références. D'accord ? Voilà. Moi je sais que j'ai mis un petit peu de temps, parce que c'est vrai que j'ai eu un formatage notamment au niveau du sport et sur l'alimentation, ça m'a pris une quinzaine d'années pour me déformater de toutes les conneries que j'ai pu entendre. Voilà, des fois ça prend un petit peu de temps, il ne faut pas croire que ça se fait tout au claquement de doigts. Mais ça fonctionne, hein, ça fonctionne. Et je suis même allé encore plus loin que ça. J'ai acheté il y a 25 ans de ça, un dextro, et pour vraiment être dans la justesse des choses, je me faisais un dextro, je mesurais mon taux de sucre, et voilà, et je savais où j'en étais. Et j'avais remarqué que quand je mangeais un plat de pâtes, je montais à 1,80 g de sucre, et par exemple, quand je mangeais un avocat, je ne dépassais pas 1 gramme. D'accord ? Donc ça, c'est des références qui sont justes. D'accord ? C'est ça qu'il est utile de faire si vous voulez réussir un objectif. Parce que réussir un objectif, ça ne se fait pas tout seul. C'est pas, on ne se dit pas, tiens, je vais faire ça et je vais le faire tranquillou. Voilà. Donc, si vous avez un objectif d'aller faire un loto, vous n'avez qu'à traverser la rue, vous allez chez le buraliste, il va vous le faire. Et encore, ça vous demande un effort. Il faut vous lever, descendre, traverser la rue, aller au buraliste. Tout fonctionne comme ça dans la vie. Tout objectif demande de bonnes références, demande une démarche, demande une action. Et tout ça, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, toute action amène une expérimentation qui amène de nouvelles ressources. D'abord, qui change les anciennes, puisque vous avez expérimenté quelque chose de nouveau. Donc, toutes vos références, elles vont être modulées par cette expérimentation. Et cette expérimentation, elle va mener un nouveau niveau de conscience, c'est-à-dire une autre manière de voir les choses, qui va vous permettre de mettre en place d'autres stratégies que celles que vous auriez mis en place antérieurement. Et, normalement, dans tout changement de ressources, c'est toujours plus adapté que les ressources d'avant. Ensuite, je vais boire un coup. Ensuite, il y a quelque chose d'autre qui vient perturber vos bonnes résolutions, en général, et en particulier, c'est la peur de l'inconnu. Alors, c'est vrai que je vous dis souvent, les neurosciences ont montré que, mais c'est parce que les neurosciences le montrent concrètement. Alors on le sait depuis très longtemps, hein, par exemple, on le sait depuis le mythe de la caverne, tout ça, on sait très bien que l'être humain a peur de l'inconnu. C'est un des gros facteurs qui fait qu'on n'arrive pas à ses objectifs. Parce que l'être humain, il se sent toujours mieux dans ce qu'il connaît, dans ce dont il a l'habitude et dans ce qu'il sait. Voilà, là il se sent bien, il se sent en sécurité, il se sent chouchouté, il est bien. Par contre, quand il faut atteindre un objectif qui contient une part d'inconnu, là c'est l'affolement. C'est l'affolement total. Donc, plus chez certains et moins chez d'autres. Mais il y a toujours cette anxiété de l'inconnu. Donc, il y a un petit stratagème que j'aime bien, qui ne paye pas de mine, mais si vous le conscientisez, il est très intéressant. C'est, au lieu d'employer le mot peur, alors pourquoi au lieu d'employer le mot peur ? Parce que le mot peur, c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est la peur ? Qu'est-ce que ça fait faire, la peur ? La peur, c'est inhibiteur, ça empêche. D'accord ? Si vous dites, par exemple,
j'ai peur de conduire, vous allez rentrer dans la voiture et vous allez être soit paralysé de peur, c'est comme ça que ça s'appelle, d'accord? Soit vous allez, sans être paralysé, vous allez avoir tellement peur que vous allez pouvoir rien faire, hein, parce que tout le monde ne se paralyse pas de peur, d'accord? Vous en avez, bon, ils sont comme ça, voilà, donc ils n'arrivent pas à faire quelque chose. Donc, gardez en tête que chaque fois où vous allez employer le mot peur, alors pas consciemment, mais inconsciemment, votre cerveau, il va entendre inhibition, paralysie et non-action. Voilà. Donc, à la place du mot peur, chaque fois où, et ça c'est valable pour tout, hein, chaque fois où vous allez conscientiser cet état, ben à la place, vous allez mettre crainte. Pourquoi? Je vais vous donner un exemple très clair. Si vous voulez traverser une route, d'accord, et que vous vous dites j'ai peur de la traverser, eh bien vous allez rester sur le trottoir, vous ne la traverserez jamais. Alors que si vous dites je dois traverser cette route, mais je suis enclin à la crainte, ça va vous rendre prudent, mais ça ne va pas vous empêcher de traverser la route. Parce que la crainte, pour votre cerveau, ça va être une notion d'être prudent. C'est-à-dire, je crains, mais j'avance quand même, je regarde à droite, à gauche, d'accord? Alors que la peur, elle va vous laisser sur le bord du trottoir. Donc, essayez, chaque fois que vous avez une peur, quelle qu'elle soit, à la place de la remplacer par le mot crainte. Alors, il y a une autre dimension, ce n'est pas le but de la conférence, mais je vous en parlais quand même parce que ça me fait plaisir. Et comme il est important de se faire plaisir, j'y vais. Voilà. Il y a aussi un contexte inconscient. Dans notre cerveau, on a des références qui ne sont pas dues à notre expérimentation là, maintenant, de suite. D'accord? C'est cellulaire. C'est ce qu'on a, ça fait partie de notre mémoire cellulaire qui nous a été transmise depuis les temps des temps. Et la peur est un synonyme de déclenchement, pareil, de cortisol et tout le reste. D'accord? Pour notre cerveau, c'est ça. Quand vous ressentez de la peur, vous sécrétez du cortisol et tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Cortisol, insuline, mise en réserve. Et en même temps, il y a d'autres symptômes aussi qui sont mis en place. Parce que le cortisol, ça fait accélérer le cœur, ça fait crisper. De conscientiser que la peur, elle est réservée à vous sauver la vie. Voilà. Donc, vous voyez une voiture qui vous fonce dessus, vous avez peur. Là, ça va vous sauver la vie et c'est adapté. D'accord? Mais pour traverser une route, ça n'est pas adapté. Pour traverser une route, pour faire X choses, aller passer un examen, machin, c'est pas adapté. Voilà. Et pour certaines personnes, cet état-là, il est chronique. Et ça a plusieurs inconvénients, mais je vais vous en citer qu'un. Ça va faire des décharges de cortisol, ça va fatiguer vos glandes surrénales, et de là, vous allez être dans une fatigue chronique. Vous allez devenir apathique. Alors, vous voyez tout ce que ça peut engendrer? Bon, je ne rentre pas trop dans les détails, parce que ça serait trop long. Mais pensez qu'il est adapté d'enlever le mot peur quand il n'y a pas danger sur votre intégrité physique. Vous vous faites braquer dans la rue par un monsieur avec un revolver, là il y a de la peur. C'est une réaction adaptée, parce que ça va mettre en jeu le cortisol, le reptilien, tout ça, et peut-être ça va vous permettre de prendre la fuite ou de lui rentrer dedans, puisque vous avez ou alors de faire le mort, mais là ça ne sert pas à trop grand chose. Mais voilà, il y a des cas où la peur est adaptée, et des cas où ça ne l'est pas. Mais à part quand votre intégrité physique, je vous le dis, est en jeu, passez à la crainte. Essayez de le conscientiser. Chaque fois que vous avez peur, vous passez à la crainte. Et vous allez voir comme cela va vous reposer. Ça va faire du bien partout. Et vous allez économiser tous vos micronutriments qui vont pouvoir servir à leur rôle physiologique. Voilà. Donc, ensuite, je ne sais pas dans quel ordre je vais le mettre dans cet ordre-là. Je vais passer là.
Ensuite, il est important de bien conscientiser aussi que si vous voulez, alors là je vais rentrer dans quelque chose de plus physiologique, de plus technique, mais c'est très facile à comprendre. Si vous voulez arriver à vos objectifs, il est essentiel de donner sur le plan physiologique ce qu'il faut à votre corps. Parce qu'on sait maintenant, enfin on prouve, alors je vais plutôt, parce qu'on sait depuis très longtemps, mais on prouve à l'heure actuelle que si vous ne donnez pas déjà ce qu'il faut à votre cerveau, il ne va pas pouvoir sécréter les bons neurotransmetteurs, ni les bonnes doses, et à ce moment-là, toutes vos stratégies vont se trouver inadaptées. Alors, je vais vous donner plusieurs exemples, plusieurs images que vous pourrez conscientiser plus facilement. Voilà. Par exemple, le cerveau, il est prouvé par nos amis les neuroscientifiques que c'est un grand consommateur, notamment d'oxygène. Et on sait, prouvé tout ça, que si notre cerveau ne reçoit pas assez d'oxygène, il ne peut pas fonctionner à 100% de ses possibilités. Donc ça va faire quoi? Ça va faire des difficultés à se concentrer, des difficultés à mettre en place des stratégies, des difficultés à avoir de l'esprit d'entreprise. D'accord? Parce que si on ne donne pas ce qu'il faut, par exemple, si dans notre alimentation il n'y a pas assez de tyrosine, la tyrosine c'est un acide aminé, cet acide aminé rentre en compte dans la composition de la noradrénaline et de la dopamine, qui sont les neurotransmetteurs qui nous permettent d'être entreprenants. Donc comment vous voulez arriver à votre objectif si vous n'avez pas de ressources pour entreprendre? Ça, c'est un des paramètres dans le coaching qui est très peu développé, parce qu'on vous citera beaucoup tout ce que je viens de vous citer là d'ailleurs, d'accord, tout cet aspect mental, mais imaginez une voiture de course dans laquelle on ne met pas d'essence. Alors on va vous faire un exposé sur sa vitesse, sur son démarrage de 0 à 100 à l'heure, on va vous expliciter les pneus, les amortisseurs qui sont au top, et puis voilà, et puis on va vous dire, allez maintenant, allez rouler. Vous allez monter dedans, allez mettre la clé, mais ça démarre pas, ça roule pas, parce qu'il n'y a pas d'essence. Et bien là c'est exactement pareil. Si on vous raconte tout ça, et qu'on ne vous précise pas que pour arriver à tout ça, avec un cerveau à 100% de ses capacités, ça va vous permettre de mieux mettre en place des stratégies adaptées à vos objectifs, eh bien vous allez galérer. Alors, l'oxygénation, heureusement, et peut-être plus difficilement, n'est pas le seul paramètre d'un bon fonctionnement du cerveau. Le cerveau, il a aussi... Vous savez que le cerveau, il consomme à peu près 30% de l'énergie que vous ingérez tous les jours. 30%, c'est énorme. Donc en plus, il faut lui donner des aliments adaptés. Alors, vous savez de quoi est fait le cerveau, en gros? Il est fait de graisse, surtout, et d'eau. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut lui donner? Du gras, oui, mais pas la couenne du jambon. Hein. Voilà. Il faut lui donner du gras adapté. Alors, pour vous le faire très court, hein, vous pouvez, par exemple, prendre des aliments comme l'avocat, comme les noix. Hein, d'ailleurs, il y a une image sympa pour s'en rappeler, c'est que la noix, elle a à peu près la même forme, les mêmes circonvolutions que le cerveau. Hein, voilà, bon, enfin. L'avocat qui contient tous les acides gras qui est utile au cerveau, et éviter les acides gras saturés par contre. Voilà, les graisses animales, vraiment très peu.
Moi, je n'exclus dans mes coachings, je n'exclus aucun aliment, sauf pour moi. Mais voilà, mais sachez que les graisses animales en très petite quantité, parce que ça ne sert pas vraiment à grand chose. Voilà. Les seules graisses animales, alors je rentre un tout petit peu dans le spécifique, mais pas beaucoup. Toutes les graisses animales qui sont adaptées, ce sont les poissons gras. Et encore pas n'importe lesquels. Pas de thon, pas ce dont s'est goinfré la moitié de la population française, c'est-à-dire du saumon, n'est-ce pas? Celui-là, c'est même pas la peine d'y penser, parce qu'il est pour la plupart du temps d'élevage, même s'il est bio, il est nourri aux farines. Vous savez qu'un saumon bio est nourri à la farine bio, mais c'est un saumon dans la nature, ça ne mange pas de la farine, hein, d'accord? Donc voilà. Alors il y a moins d'antibiotiques que dans le saumon non bio. Le saumon bio a moins d'antibiotiques que le saumon non bio, mais il ne mange pas son alimentation naturelle. Et puis il est parqué, et puis c'est pareil, sauf les antibiotiques et une farine, disons, de meilleure qualité. Hein? En plus, ce que je dis souvent aux gens, parce que vraiment, c'est gros comme une maison, mais personne ne le relève. Et puis à mes clients, je leur dis, voilà, vous allez manger, soi-disant, un poisson qui va vous faire du bien. Bon. Déjà, si on accepte les antibiotiques, vous savez que le saumon de Norvège est encore plus pourri que celui d'Irlande et d'Écosse. Hein. Le saumon de Norvège, c'est vraiment le pire. Voilà. L'Irlande et l'Écosse, bio, passons. Voilà. Mais, en plus, je leur dis, voilà, vous voulez vous faire du bien. Et vous allez manger, je vous le donne en mille, du saumon fumé. Vous savez comment on fume un saumon? Vous le savez ou pas? Alors voilà, alors on le met sur un appareillage, d'accord? Et en dessous, on fait un joli feu de bois, au mieux c'est du hêtre, d'accord? Et on laisse la fumée de ce joli petit feu de bois parfumer votre joli poisson. Voilà. Et qu'est-ce que ça va faire, ce joli feu de bois? Ben, ça va déposer des micro-particules qui sont très nocives pour votre santé. Et après, on va vous dire, le saumon, c'est bon, c'est plein d'oméga 3. Mais c'est aussi plein de particules de fumage. Donc, si vous pouvez vous en passer, plutôt acheter un saumon, et vous le faites cuire, et vous le mangez, d'accord? Mais le saumon fumé, c'est une ineptie. Voilà. C'est juste pour la petite histoire. Donc, ensuite, c'est pour dire que votre cerveau, il consomme beaucoup d'énergie, et que cette énergie, ben, vous devez l'ingérer. Hein. D'accord? Alors, ça va faire plaisir à monsieur. Le cerveau est un grand consommateur de sucre. Voilà. Mais pas de Nutella, pas de bonbons, tout ça. Le cerveau, il se nourrit de sucre lent. Donc, pas de pâtes, pas de riz. Tout ça sont des sucres rapides. Le cerveau, il se nourrit de sucre lent. Donc, qu'est-ce que sont les sucres lents? Ben, les sucres lents, ce sont les légumes et les fruits. À part certains fruits, à part certains, et encore. Non, les bananes, justement, c'est un index moyen, sauf si vous la mangez noire. Si vous la mangez noire, ça vous fait exploser l'insuline. Enfin, ça fait monter votre taux de sucre, mais une banane qui est à maturité, qui est jaune, par exemple, ben, c'est un index glycémique moyen, qui va varier autour de 50. Voilà. Donc, ce n'est pas du rapide. D'accord? C'est plus rapide un plat de pâtes. En plus, j'explique aux gens, mais ça c'est de la logique. Hein. Ça c'est ni plus ni moins que la logique. Si vous vous intéressez à votre santé, tout le monde peut le faire. Il ne faut pas avoir fait 15 ans ou 30 ans de trucs pour aller chercher ça. Vous allez sur Internet, vous tapez nutrition pour 100 grammes de pâtes. Vous allez trouver un site où on va vous lister ce que vous allez trouver dans 100 grammes de pâtes. C'est-à-dire glucides, lipides, protides, ça c'est pour les macros, et pour les micros, on va vous dire il y a vitamine C, vitamine ça, il y a tel micronutriment, calcium, magnésium, et vous ne trouverez pas tout ça parce qu'il n'y en a pas. Je vous le dis, je vous le cite pour référence, mais il n'y en a pas. Voilà. Et de l'autre côté, vous tapez nutrition, je ne sais pas moi, pour 100 grammes d'avocat, par exemple. D'accord? Et vous comparez les deux. Vous comparez ce qu'il y a dans 100 grammes de pâtes et vous comparez ce qu'il y a dans 100 grammes d'avocat. Eh bien, vous allez rester assis 10 minutes à lire ce qu'il y a dans 100 grammes d'avocat
et vous allez lire en 4 secondes ce qu'il y a dans 100 grammes de pâtes. Voilà. Bon, j'ai exagéré un peu pour l'avocat, hein, mais ça me fait plaisir. Voilà. Donc, c'est simple, d'accord ? Si vous voulez, sans avoir des connaissances extrêmes, si vous voulez savoir quoi donner à votre corps pour que votre cerveau il fonctionne bien, quand on vous dit sucre lent, c'est pas la peine de venir me voir dans l'absolu à la limite. Vous allez sur Internet et vous cherchez sucre lent. Ou alors, si vous avez un petit peu de connaissance, vous tapez index glycémique. Voilà. Et vous avez déjà une petite idée. C'est pas juste, hein. C'est pas juste. Parce qu'après, il faut corréler ça avec la charge glycémique et il faut corréler ça avec l'index insulinique. Voilà. C'est-à-dire, bon, voilà. Donc, mais vous allez avoir une idée beaucoup plus juste de l'énergie qu'il vous faut ingérer pour que votre cerveau, il fonctionne à 100% du moins de ce côté-là. Et après, il y a un autre paramètre pour votre cerveau. Moi, je l'aime, le cerveau. Donc, je peux en parler toute la nuit. Il y a un autre paramètre qui est important pour notre cerveau, c'est l'hydratation. D'ailleurs, les gens ne boivent pas assez. Alors, vous savez que votre cerveau, quand il fonctionne, il chauffe et il a besoin d'eau. Voilà. Alors, c'est le besoin hydrique est vraiment quelque chose de perso. Je vais vous donner quelques facteurs qui vont vous permettre d'avoir une idée sur la complexité du besoin hydrique, pour que vraiment vous conscientisez que c'est vraiment perso. Voilà. Donc déjà, il y a votre activité. Si vous travaillez à un bureau, si vous travaillez pique-et-pelle, voilà, votre activité dans la journée. Si vous travaillez dans des atmosphères plutôt chaudes, dans des atmosphères plutôt fraîches, si vous travaillez à la clim, que dehors. Pourquoi ? Parce que la clim dessèche. Si vous travaillez dans un endroit avec un chauffage central, si vous travaillez dans un endroit avec un convecteur, si vous travaillez dans un endroit avec une cheminée, votre besoin hydrique va être totalement différent. Parce que le convecteur assèche. La cheminée assèche moins. Ça dépend de la distance à laquelle vous mettez de la cheminée aussi. D'accord ? Ensuite, tout dépend aussi de votre activité physique. Pratiquez-vous un sport d'endurance, un sport plutôt ce qu'on appelle hard, c'est-à-dire violent, dans le genre tennis, football, vous voyez, où c'est des montées cardiaques en dents de scie, ou un sport d'endurance qui va être beaucoup moins haut en pulse cardiaque, mais beaucoup plus long en temps. Donc tout ça a des besoins hydriques différents. Alors après, si vous habitez en ville, vous avez besoin de beaucoup plus d'eau que si vous habitez à la campagne. Pourquoi ? Parce que la campagne est plus humide. Donc vous voyez ce que c'est le besoin hydrique de chaque jour. C'est quand on vous dit de boire 1,5 litre d'eau par jour, vous pouvez être en déshydratation la plus totale avec 1,5 litre d'eau par jour. Tout dépend de ce que vous faites. Moi, je fais 14 heures de vélo par semaine. Si je bois 1,5 litre d'eau, mais vous me retrouvez en poudre. Hein. J'aurai plus un brin d'eau dans le corps. Hein. D'accord ? L'eau, je l'ai perdue. Hein. D'accord ? Et tout ça, c'est valable pour tout le monde. Vous avez tous un besoin hydrique différent. Vous savez que 2% de déshydratation, et 2% ça va vite, 2% de déshydratation, c'est 20% de facultés cognitives en moins. Ça vous parle ? Voilà. Donc quand vous voyez les gens qui boivent un demi-verre d'eau par jour, je ne vous dis pas l'état déjà du cerveau, mais en plus l'état de tout ce qui est articulaire, les disques intervertébraux, les cartilages, je vous en passe des vertes et des pas mûres. Hein. D'accord ? Voilà. Donc tout ça, c'est à corréler avec ce que vous faites dans votre vie. Les stressés ont besoin de plus d'eau que les autres. Les anxieux, c'est mesuré, c'est prouvé. Les anxieux ont besoin de plus d'eau que les autres. Les gens qui ont une masse grasse plus importante que la normale ont besoin de plus d'eau. Pourquoi ? Parce que le gras consomme beaucoup d'eau.
et que pour réguler la thermie, ils ont besoin d'eau. Vous voyez, les gens qui sont un petit peu en surpoids, ils transpirent beaucoup plus vite que les autres. Vous le voyez l'été, vous avez des gens qui sont secs comme des coups de trique, ben, ils transpirent moins vite que des gens que vous voyez toujours avec un mouchoir dès qu'il fait un petit peu chaud. D'accord, vous l'avez vu ça, je ne vous l'invente pas. Hein. Donc tout ça, ça rentre en compte dans votre paramètre hydrique qui rentre en compte dans le fonctionnement de votre cerveau. Vous voyez l'incidence? Il faut bien garder à l'esprit que tout est interrelié dans le corps. Si vous voulez arriver à un objectif et que vous ne traitez pas votre corps dans sa dimension holistique, ben l'objectif, il risque de passer à côté. Enfin, vous passerez à côté de l'objectif, plutôt. C'est plus dans ce sens-là. Donc, d'autant plus qu'on sait que quand on ne donne pas ce qu'il faut au corps, ben, on a les neurotransmetteurs, ils ne sont pas équilibrés, et soit vous allez être, si vous êtes à tendance dopaminergique, ben vous allez être plutôt excité, vous allez vous emporter, vous n'allez pas avoir assez de recul, vous n'allez pas vous poser pour mettre en place les bonnes stratégies pour arriver à vos objectifs. Si vous êtes plutôt à tendance sérotonique et tout ça, ben vous allez être un petit peu plus apathique, d'accord, et même à la limite dans ce qu'on appelle une petite dépression chronique. Hein. Si par exemple vous avez passé d'acétylcholine, et ben là à ce moment-là, ben, vous allez avoir des facultés d'apprentissage qui vont être ralenties, de la mémorisation qui va être ralentie. Et comment vous voulez avec ça mettre des bonnes stratégies en place pour arriver à atteindre vos objectifs? Ben, vous ne pourrez pas. Donc, gardez toujours en tête que si vous voulez faire quelque chose d'adéquat, il est important de tout donner, de vous donner toutes les chances, de tous les côtés, pour pouvoir arriver à vos objectifs. Et je sais que c'est un petit peu dans l'air du temps, mais il est important de prendre aussi la dimension, je vais dire, nutritionnelle et puis physiologique des choses. Moi, j'aime pas tellement le mot nutritionnel, bien qu'il soit adapté. Hein. Moi, je préfère le mot physiologique, parce que la physiologie du corps, ça englobe tout. La nutrition, l'hydratation, l'oxygénation, la bonne gestion des émotions, enfin voilà, quoi, tout ça. D'accord ? Donc, quand vous saurez, quand j'emploie le terme physiologique, c'est parce que ça englobe tout ça. Voilà. Et si on ne se traite pas de manière physiologique, eh ben, nos objectifs, ils passent à côté. Et s'ils passent à côté, ben, au bout d'un moment, eh ben, soit ça vous procure des ennuis qui vont vous procurer d'autres, qui vont accentuer déjà votre déséquilibre, et de fil en aiguille, ben, vous allez vous retrouver dans des situations extrêmes. Donc, moi je dis toujours à mes clients, on va commencer par le commencement. Déjà, rééquilibrer. On rééquilibre tout. Et au fur et à mesure, alors on peut tout faire en même temps, hein, ça n'exclut pas, hein, au fur et à mesure, quand on met cet équilibrage en marche, en même temps on pose des stratégies pour arriver aux objectifs. D'accord ? Voilà. Et en même temps on corrige les bugs et les croyances limitantes. Oui, c'est ça. Amener à concevoir les bonnes stratégies, c'est apprendre l'être de manière holistique pour pouvoir lui donner tous les côtés qu'il est utile qu'il est pour arriver à son objectif. Si vous allez prendre, j'aime bien cette image aussi, qu'une tentacule du poulpe, il en reste 7 autres, hein, d'accord ? Et avec une, vous ne faites pas grand-chose. Hein, voilà. Donc là, c'est pareil. Si vous traitez que le côté comme... Mais ce qui est très compréhensible, les gens, ils vont pas même s'ils savent, sur une conférence ou sur je sais pas, ou sur une publicité, ils vont pas vous détailler tout ça. Ça prend moins de 2 heures au minimum. Donc voilà. Mais sachez que si vous voulez arriver à quelque chose, eh bien, il faut prendre la chose dans son panel le plus large. D'accord ? Alors, il y a toujours une belle image, c'est essayer de regarder dans une lunette l'environnement le plus large. C'est-à-dire, la lunette, c'est votre focus sur votre objectif, mais en employant l'ensemble de ce que vous êtes, et pas une partie de ce que vous êtes. C'est-à-dire, ne pas essayer de faire quelque chose
qu'avec le cerveau si tout autour c'est complètement déséquilibré. Ça ne peut pas marcher. Alors, il y a toujours une belle image qui m'a été donnée il y a très longtemps et que j'ai remis au goût du jour. Vous prenez un orchestre philharmonique. Vous savez ce que c'est un orchestre philharmonique? C'est Mimi tout plein. D'accord? Mais c'est quoi dans sa quintessence, un orchestre philharmonique, c'est quoi? C'est environ, suivant la taille de l'orchestre, comme le fut du canon, ça, c'est environ 30 personnes qui ont appris quelque chose en solo pour pouvoir le jouer en commun et en faire sortir quelque chose, entre guillemets, pour la musique, de parfait, d'harmonieux, je vais dire. Voilà. D'accord? Est-ce que vous voyez cette image? Ils ont tous appris leur instrument, chacun de leur côté. Et ils se retrouvent le jour J pour faire une mélodie qui va être comme un seul instrument. D'accord? Qui va être un ensemble, entre guillemets, quand vous jouez du Mozart ou quelque chose comme ça, qui va être parfait. D'accord? Et là-dessus, vous avez un chef d'orchestre, vous avez vu? Bon, ils sont Mimi. Vous avez un chef d'orchestre qui va diriger tout ça. Ah ben alors, le chef d'orchestre, c'est quoi? C'est le cerveau. Mais le cerveau, sans les musiciens, il fait rien. D'accord? Donc, tout ce que je vous ai dit là, l'oxygénation, l'alimentation, les bugs, tout ça, tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, eh ben, ce sont les musiciens. Vous voulez arriver à votre objectif? Ben, votre objectif, c'est le morceau de Mozart à jouer, que va jouer l'orchestre philharmonique. Voilà. Donc, vous voyez bien que s'il y a un violoncelliste, par exemple, qui joue de travers, eh ben, la partition, ils vont siffler. Hein. D'accord? Eh bien là, c'est exactement pareil. Si vous voulez mettre un objectif en place et que vous avez une croyance limitante, ou que vous avez une mauvaise hydratation, ou que vous n'avez pas les bonnes références, eh bien, le morceau, il va être mal joué. Et si le morceau, il est mal joué, eh bien, l'objectif, il ne va pas être atteint. Notamment d'avoir un concert harmonieux. D'accord? Donc tout ça, c'est à bien... Voilà. Et si ça suffisait... Eh bien, ça serait trop facile. Malheureusement, ça ne suffit pas. Dans tout ça, je vais vous le dire quand même, hein, dans tout ça, il y a un paramètre important. Il y en a encore beaucoup d'autres. Hein, tout ce que je vous ai dit là, c'est pas exhaustif. Hein, il y a encore beaucoup de paramètres. Il y a le côté émotionnel dont je n'ai pas le temps vraiment de vous expliciter, mais là je vais prendre ça parce que c'est un des paramètres importants. C'est quoi? C'est la volonté. Les gens pensent que on a un taux de volonté qui nous est personnel, et voilà. Alors il y en a qui ont plus de volonté que d'autres, c'est ce que j'entends beaucoup. On me dit, ah oui, mais moi, mon cousin, il a une volonté, et moi, bon, bah, pas moi, mais le monsieur, ben, moi j'en ai moins que mon cousin, hein. Moi ça m'est difficile. Alors, maintenant, il a été prouvé que la volonté, eh ben, on peut s'entraîner. Que la volonté, c'est la même chose qu'un muscle. On peut la développer. C'est merveilleux. Et il suffit juste de la travailler. Mais des fois, le mot travail, ça fait peur. D'accord? Vous savez pourquoi le mot travail, ça fait peur dans notre cerveau? Non? Vous savez d'où ça vient, le mot travail? Ça vient de tripalium. Le tripalium était un instrument de torture dans la Rome antique. Et de tripalium, on en a fait le mot travail. C'est pour ça que beaucoup de gens, il faut les pousser aux fesses voilà. Donc, cette racine que l'on a en soi, quand on dit aux gens, pas moi, hein, mais quand les gens disent, il faut travailler votre volonté, dans votre cerveau, ça crée quelque chose qui n'est pas sympa. Voilà. D'autant plus que là, je fais juste un petit encart parce que ça fait partie de mes outils. Dans l'approche quantique vibratoire, vous savez que
Bon, en physique quantique, on sait que tout est énergie, et que cette énergie contient des vibrations. Et que, et ça aussi, nos mots, quand on les dit, ils sont porteurs de vibrations. Voilà. Donc quand vous dites des mots qui ont une quintessence qui est ancestralement, je vais dire, pas très positive, eh bien, vous envoyez dans toute cette énergie qui nous entoure des vibrations qui ne sont pas positives, et ça c'est prouvé par la physique quantique. On sait que toute énergie ou toute vibration de même qualité s'agrègue. Donc ce qui fait des égrégores de pensée, et après vous rentrez dans des schémas énergétiques qui ne sont pas très sympas. Bon, enfin, tout ça, je suis parti de Tripalium, mais voilà. Donc tout ça pour vous dire que il est utile de ne plus conscientiser que la volonté, on en a un certain taux et qu'on ne peut pas la développer. Alors, comme la volonté est quand même un des outils très employés pour atteindre ces objectifs, alors c'est vrai que des fois ça bouscule un peu parce que les gens, ça les remet à leurs justes actions, qui se cachaient derrière le fait de ne pas avoir de volonté. Et quand je leur dis la volonté ça se travaille, du coup ils sont un peu déstabilisés. Parce qu'ils étaient bien tranquilles en se disant moi j'ai pas de volonté donc tout va très bien. Alors que non. Donc comment ça s'entraîne la volonté? Chaque acte où vous mettez de la volonté qui réussit, l'augmente. En même temps, votre cerveau, il se modifie. D'accord? Chaque fois où vous vous entraînez à quelque chose de différent de d'habitude, votre plasticité cérébrale modifie votre cerveau. Et c'est pour ça qu'on appelle ça la plasticité cérébrale. La plasticité cérébrale, c'est ni plus ni moins que la modulation des capacités de votre cerveau. Alors ça a été prouvé par diverses méthodes. Vous faites jongler quelqu'un pendant 3 semaines, sa plasticité cérébrale, elle se modifie. Il y a des aires du cerveau qui se modifient. Rien qu'au jonglage. D'accord? Voilà. Donc, ça c'est un fait concret. Le jonglage, vous voyez quelqu'un jongler, vous avez dit c'est normal, il joue à les bouboules, tout ça. Mais pour tout ce qui est action mentale, c'est exactement pareil. On l'a démontré, alors ça vous le savez, c'est pour ça que je vous cite l'exemple, on l'a démontré avec la méditation. La méditation modifie l'amygdale, pas là, l'amygdale là, qui est, elle se modifie avec les IRM, on voit l'épaississement de l'amygdale, qui est le centre de l'attention notamment, et puis d'autres choses. Donc au même titre, la volonté, eh bien ça se travaille. Heureux. Voilà, ce qui vous ouvre des possibilités énormes. Quand vous savez que vous pouvez vous entraîner à quelque chose, eh bien vous n'êtes plus dépendant d'une fatalité. Vous êtes ni plus ni moins qu'acteur de votre devenir. C'est énorme d'être acteur de son devenir. Plutôt que de se dire, bon, moi, je fais rien. Non, vous pouvez. Voilà, maintenant, c'est sûr qu'après, il y a tout le reste, comme je vous dis, c'est un ensemble, il y a tout le reste qui vient se greffer autour, de manière à ce que vous puissiez être à 100% et arriver à vos objectifs. Voilà. Mais, moi, je dis toujours que c'est une grande nouvelle de pouvoir s'entraîner à quelque chose. D'ailleurs, la volonté est volontiers comparée dans beaucoup de conférences à un muscle. Un muscle, vous l'entraînez, plus vous l'entraînez à soulever un poids lourd, et plus il va grossir. D'accord? C'est la réaction de l'entraînement sur le muscle. Suivant comment vous travaillez, vos muscles, ils vont soit grossir, ou soit sécher. Donc on sait, c'est un des paramètres, on sait qu'un travail de longue répétition, 20, 25, 30 répétitions sur un muscle, ça va plutôt l'assécher. Et on sait qu'un travail court et lourd sur un muscle va plutôt le faire grossir, parce qu'il va y avoir rupture des fibres musculaires avec le poids très lourd, et c'est cette rupture des fibres musculaires qui va faire que le muscle il va s'entourer autour de ces
de ces déchirures qui va faire grossir le muscle. D'accord? Donc, tout dépend comment on travaille, on obtient un résultat différent. Eh bien, pour le cerveau, c'est pareil. Tout dépend comment on le travaille, on obtient un résultat différent et on obtient une plasticité différente. Voilà. Donc, vous êtes les heureux élus des potentiels d'entraînement de votre cerveau. Chacun pour le sien. Voilà. Maintenant, aussi, c'est comme pour le muscle, le cerveau. Si vous l'habituez au même genre de travail, il ne va plus progresser. Par exemple, si vous prenez les pectoraux, par exemple, que vous faites toujours du développé couché, au bout d'un moment, vos pectoraux, ils ne vont plus prendre. Parce que le muscle, il va s'habituer. Le cerveau, c'est exactement pareil. Si vous faites toujours le même genre d'activité cérébrale, au bout d'un moment, vous n'allez plus fabriquer de neurones. Il faut changer. Il ne faut pas rentrer dans l'habitude. À partir du moment où vous rentrez dans l'habitude, il n'y a plus de progression. Et c'est ce qu'on appelle, nous en coaching, la zone de confort. On informe les gens que pour arriver à quelque chose, il faut sortir de leur zone de confort. Il faut qu'ils sortent de leur zone de confort. À chaque fois, et dans quelque domaine que ce soit, que vous sortez de votre zone de confort, vous allez progresser. Dans le domaine dit, dans celui où vous sortez de la zone de confort. Voilà. Alors, il y a toujours des exemples très basiques. Vous pouvez faire des mots fléchés pendant 3 semaines, méditer, tous les jours, mais vous pouvez méditer de manière différente pendant 3 semaines, et puis revenir au sudoku, par exemple, ou même à la poterie. C'est pas forcément ce que les gens appellent de l'intellectuel. Vous passez de la poterie au mot fléché en passant par une réflexion profonde ou par la résolution d'un problème. On sait que la résolution de problèmes différents modifie la plasticité cérébrale. Après, vous pouvez faire un peu de jonglage. D'accord? Voilà, il faut varier. Et je vais vous faire un parallèle que je fais tout le temps. Si vous voulez que votre cerveau progresse, il faut varier ses activités. Et si vous voulez que votre corps il soit en bonne santé, il faut varier votre alimentation. D'accord? Voilà. On sait qu'à l'heure actuelle, et c'est physiologiquement mis à plat, on ne dit pas de varier pour le simple plaisir de varier. On ne dit pas de manger de saison, enfin, du moins dans notre dialogue, à moi et à d'autres, on ne dit pas de manger de saison pour la simple et bonne raison de manger de saison. C'est parce que la variété des aliments que vous allez ingérer, elle est porteuse de divers micronutriments. Vous n'avez pas les mêmes antioxydants, par exemple, dans la tomate, que dans la carotte. Dans la carotte, vous avez du bêta-carotène, et dans la tomate, vous avez du lycopène. Ce sont 2 antioxydants, d'accord, mais ce sont 2 antioxydants qui sont totalement différents de par leur structure et de par leur action. Si vous prenez du régin, vous avez du resveratrol, et le resveratrol, c'est encore différent du lycopène et du bêta-carotène. Et chaque antioxydant a une action bien précise par rapport aux autres. Mais ils font tous partie de la même famille. C'est comme dans votre famille, il y a le père, la mère, les enfants, les cousins. C'est tous la même famille, mais ils sont tous différents. Et bien là, c'est exactement pareil. Et tout ça a une action sur votre cerveau, qui va avoir une action sur votre objectif. Je vous raconte tout ça pour que vous puissiez avoir une vue de l'interaction de tout ce qu'il y a autour de vous et en vous. Et le plus bel exemple de cette interaction, c'est vous, en réalité. C'est vous, chacun. Voilà. Vous savez pourquoi ? Parce que les gens se conscientisent en tant qu'être, ce que j'appelle moi, monobloc. D'accord ? Vous êtes un être, vous avez des jambes, des bras, voilà, vous êtes monobloc. Eh bien, en réalité, c'est tout faux. Mais c'est faux à 200%. Vous n'êtes pas monobloc. Vous êtes un assemblage de populations qui vivent au même endroit, en bonne intelligence et en bon équilibre. Alors vous allez me dire, en réalité, vous êtes l'assemblage de quoi ? Vous êtes l'assemblage de bactéries, de virus, de cellules, d'organes,
Et tout ça, ça forme un ensemble qui vit en bonne harmonie. Et tant qu'il est en bonne harmonie, eh bien, vous êtes en bonne santé. Et dès qu'il n'est plus en bonne harmonie, eh, vous êtes malade. Et tout ça, c'est dépendant de quoi? D'un équilibre. De votre équilibre. Et si vous faites quoi que ce soit qui altère votre équilibre personnel d'un moyen X, eh bien, vous allez être malade. Voilà. Et pourquoi malade? C'est pas parce qu'on vous en veut, c'est pas parce que l'univers, comme le disent certains, leur en veulent, c'est tout simplement parce que votre corps, il vous dit, et il dit à votre cerveau, votre corps, parce qu'il n'a pas de moyen d'autre que de le dire de cette manière-là, il va vous dire gentiment, écoute, je suis malade parce que je suis en déséquilibre. Alors bouge-toi de me rééquilibrer. Et si vous ne le rééquilibrez pas, eh bien, la maladie, elle va augmenter, jusqu'à ce que vous compreniez. Et si vous ne comprenez pas, eh bien, malheureusement, vous arriverez à des extrêmes. D'accord? Mais faites-moi plaisir, parce que moi j'aime tous les gens, à la base, hein, sur un plan universel. Et essayez de prendre conscience que vous êtes un assemblage. Vous avez un biotope. Si vous traitez mal votre biotope, c'est lui qui fait votre système immunitaire et vous allez être malade. D'accord? Votre biotope, c'est un assemblage de milliards de bactéries. Vous entendez bien, de milliards. Il y a plus de bactéries dans votre intestin que d'étoiles dans la galaxie, hein, pour vous donner juste une idée. Et tout ça, c'est dans votre intestin que se fabrique la sérotonine, qui est un neurotransmetteur très important. Alors si, comme la plupart des gens ne mangent pas trop bien, ils déséquilibrent le biotope engendre un déséquilibre de ce neurotransmetteur, mais en plus un déséquilibre de votre système immunitaire. Ces déséquilibres vont engendrer un plus gros équilibre, et qu'est-ce que vous allez faire pour vous dire qu'il y a un déséquilibre? Ben, vous allez faire une maladie, quelle qu'elle soit. Suivant votre code génétique, vous allez mettre en place une maladie. Parce que maintenant, on sait, grâce à l'épigénétique, que l'environnement a un impact sur nous. Alors, pour vous faire très court, l'épigénétique, c'est juste l'outil qui permet d'activer ou de désactiver des gènes. Alors, pour prendre le terme exact, ça active ou ça désactive l'expression de votre génome. Voilà, ça, c'est le terme scientifique. Voilà. Donc, si vous mettez tout cet équilibre en péril, ben, vous pouvez avoir droit à tout ça. D'accord? Et mon rôle en tant qu'être, puisque je suis dans ce domaine et d'autres êtres sont dans d'autres domaines et on fait échange et partage, ben, c'est de vous informer que vous êtes tout ça. Vous n'êtes pas que Christine, par exemple. Christine, c'est l'entité qui représente tout ce monde, tout ce beau monde, tu vois? Mais c'est juste ça, Christine. Parce que imaginez-vous que ce qui fait Christine, ou ce qui fait vous, hein, c'est justement cet assemblage. D'accord? Et c'est exactement la même image que vous avez dans le ciel, par exemple. Le ciel, l'univers, il est fait de quoi? De planètes, d'étoiles, et puis de diverses... et de belles choses, d'accord, qui vivent, qui font un équilibre qui nous permet, nous, d'être sur Terre et de vivre sur Terre, d'accord? Mais si demain j'enlève le soleil, qu'est-ce qui se passe? Ben, tout le monde dégage, hein, d'accord? Et si, à contrario, au lieu d'enlever le soleil, je vous enlève chez vous le cœur, eh ben, vous partez aussi. Vous comprenez vous êtes un univers à vous tout seul. C'est merveilleux de penser ça. Maintenant, cet univers, il faut le garder en bon équilibre. D'accord? Et avec tout ça, eh bien, vous arriverez à vos objectifs. Voilà. Si vous mettez tout ça de votre côté, alors c'est pas énorme, ça se fait tout seul, moi je vous le détaille comme ça, mais ça se fait tout seul. Et vous arriverez à vos objectifs. Voilà. Bon, maintenant, si vous avez des questions...